Ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Une émission qui donne la parole à tous les architectes d'un rêve en devenir. Et pourquoi pas les artistes et autres oubliés du système qui sont appelés à se réinventer sous peine de tout perdre s'ils ne le font ou ne le réussissent pas. Vous êtes en pleine réinvention de votre activité, alors n'hésitez plus. Venez en parler et partagez ces nouveaux rêves qui vous rendent si essentiels à nos yeux. Tous ensemble, cessons de rêver nos vies et vivons nos rêves. Une émission préparée et présentée par l'artiste belge Luz Chaban sur Radio Passion, le mardi de 13 à 14h. Que l'automne pointe le nez et les feuilles se couchent à nos pieds. Tous les arbres ont les cheveux courts et leurs chevelures toutes de velours enluminent nos moindres parcours. La lune sourit aux étoiles, écharpée d'une brume pâle. Le vent froid vole, siffle et court, chantonnant comme un troubadour. Sur les murs trop vieux de la cour, un lierre étreint de ses doigts lourds une hirondelle qui pleure encore son retour. Et le gel fleuri des carreaux, splendeur du givre, dentelle, rideau. L'automne s'habille au petit jour de ses plus étonnants atours. Ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves présente Secret d'automne. Une balade au cœur des ambiances colorées et feutrées de la saison, à la rencontre de projets d'artistes tous plus étonnants, les uns que les autres. Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonjour. Et voici que nous avons bel et bien franchi les portes de cet automne enchanteur, tel que nous le rêvons, avec ses couleurs et ses paysages chaleureux, envoûtants, inoubliables. Un automne qui, chaque année, nous emmène dans les ambiances feutrées des spectacles qui, une fois encore, ont pris la place des festivals et autres événements estivaux de plein air. Un automne qui, chaque année à Waterloo, et ce depuis 9 années déjà, voit renaître le fameux Waterloo Historical Film Festival, un festival qui, étant donné sa qualité, sa diversité, la notoriété et l'excellence des films sélectionnés, les invitations des réalisateurs et équipes des films présentés au public, ses galas et conférences de presse, sa table du samedi soir, pure reconstitution de l'ambiance, du contexte et de l'époque de l'un des films présentés, et j'en passe, n'a rien à envier à Cannes ou à Venise par exemple. Un festival qui offre au public 4 jours complets d'émerveillement, de balades inattendues via la belle machine à remonter le temps qu'il est, 4 jours complets hors du temps. Le 9e Waterloo Historical Film Festival, autrement dit le 9e Festival du film historique de Waterloo, aura lieu du 14 au 17 octobre inclus. Et aujourd'hui, pour vous en parler, pour vous raconter les précédents,
Pour vous communiquer la passion cinématographique qui préside à son existence, j'ai le privilège et le grand plaisir de recevoir son directeur, Alban de Frépont. Bonjour Alban, je suis évidemment ravie de t'accueillir dans l'émission Ne pas rêver sa vie mais vivre ses rêves pour parler d'un fameux projet qui s'appelle le WAF, c'est-à-dire, explique-nous. Déjà, le WAF, c'est l'acronyme de Waterloo Historical Film Festival. Donc, c'est un festival de films qui parle d'histoire, au sens assez large, parce que ça peut parfois faire un peu peur de penser que ça va être orienté dans un sens ou dans l'autre. Ce sont des films qui parlent d'histoire, et ce festival a lieu chaque année à Waterloo pendant 4 jours en octobre. Alors ça, c'est quand même une fameuse carte d'identité. Il y a un historique derrière ça. Ça existe depuis combien de temps? Ça s'est créé comment? Alors, le festival a été créé en 2013 sous l'impulsion de Yves van der Kruijs, qui était l'échevin de la culture de Waterloo. Yves van der Kruijs, qui était un homme de projet culturel et qui a porté ce projet. Il rêvait depuis longtemps, je pense, de créer un grand festival de cinéma à Waterloo. Évidemment, la thématique historique s'est assez vite imposée vu la carte d'identité de Waterloo. Et donc, ce festival, depuis 2013, a eu lieu d'année en année jusqu'à maintenant. Alors, en 2020, année assez particulière parce que d'une part, évidemment, on a dû le faire dans des conditions que je ne vais pas vous rappeler, mais d'autre part, malheureusement, Yves van der Kruijs, dont je viens de parler, a contracté lui-même le Covid et en est décédé un mois après le festival. Et donc, depuis, on essaye de pérenniser son projet qui portait presque à bout de bras depuis quelques années maintenant. Mais je pense que pour mettre ce projet à exécution, il a levé une fameuse équipe. Il me semble. Tout à fait. J'en suis témoin parce que moi, à titre personnel, j'ai été invité comme invité au premier festival parce que je connaissais un peu Yves et qu'il savait que j'aimais bien le cinéma. Et tout de suite, ce projet m'a plu. Et dès la deuxième édition, avec quelques amis et connaissances de Waterloo, on a décidé de se proposer comme bénévole et on est devenu chauffeur des personnalités pendant ce festival. Et de fil en aiguille, eh bien, cette équipe qui s'est impliquée de plus en plus, dans laquelle il y a des cinéphiles, il y a aussi des personnes un peu plus techniques, donc qui nous aident beaucoup sur la technique. Et chacun, par l'enthousiasme pour ce projet, par la force particulièrement de Yves, qui savait motiver ses troupes, on va dire, eh bien, on s'est impliqué de plus en plus jusqu'à reprendre la direction et l'organisation du festival en 2019. Donc, c'est la 3e année où cette équipe-là a vraiment repris les rênes du festival. Évidemment, maintenant, on est tous assez attristés d'avoir perdu le fondateur du festival, Yves, mais il a réussi à créer une équipe qui est tout à fait capable de pérenniser son projet. Et je pense même que dans cette équipe-là, vous avez véritablement des compétences différentes les uns des autres et tout ça se complète de façon particulière. Oui, tout à fait. En fait, il y a des gens qui font ça professionnellement. Il y a une base professionnelle qui travaille dans le cinéma et dans l'événementiel toute l'année. Et puis, on a des gens qui, à côté de leur travail, c'est leur projet de passion pendant quelques semaines autour du festival. Certains le font complètement bénévolement et on a toute une équipe derrière qui chacun apporte sa pierre à l'édifice, sa compétence. À titre personnel, moi je suis professionnel dans le milieu du cinéma, en communication particulièrement. Et à côté de ça, je pense je vais citer quelques noms, mais évidemment, il ne faut pas que ceux qui n'entendent pas leur nom soient vexés, mais je pense à Jean Robart, Olivier Perdance, qui sont plus des profils techniques, donc ils nous apportent leur expertise technique. On a une personne aussi qui est responsable opérationnel dans une grande entreprise de transport en commun bruxelloise que je ne citerai pas et qui nous apporte sa compétence opérationnelle pour par exemple goupiller tous les horaires de nos chauffeurs parce qu'un festival c'est beaucoup de défis comme ça, il faut aller chercher un invité à tel endroit, à tel moment, et puis en même temps, il y a beaucoup de choses à faire en même temps, et évidemment, des experts de la logistique sont tout à fait utiles dans ce genre de cas. C'est quelques exemples de nos profils, mais on a beaucoup de profils très variés. On a aussi nos sélectionneurs de la sélection fiction, sélectionneurs de la sélection documentaire, donc c'est chaque fois des équipes différentes. Et tous ces gens-là s'accordent pour faire un très bel événement, autour de aussi beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider pendant l'événement.
Oui, j'allais dire, lors d'un événement, vous avez combien de personnes au travail durant l'événement? On a entre 50 et 100 personnes, si je ne me trompe pas. Donc on a beaucoup de bénévoles, on a des équipes à l'accueil, on a des photographes, on a nos équipes d'organisation, on a toute une équipe de chauffeurs. Donc je vous ai expliqué dont je faisais partie auparavant et qui maintenant a été remplacée par d'autres gens tout aussi motivés. Donc c'est une belle logistique. Et puis pendant un festival, on a aussi beaucoup... En fait, un festival, c'est presque plein d'événements mis ensemble. Donc on a un concert, il y a une équipe qui va s'occuper du concert en particulier. On a des activités pour enfants. Là, c'est aussi une team assez dédiée qui va s'occuper de ça pendant le week-end. Donc ça fait beaucoup de monde à accorder, mais la motivation et les compétences sont là. Donc finalement, c'est parfois un peu de stress, mais beaucoup de plaisir surtout. C'est quand même un fameux festival. On sait qu'il y a beaucoup de festivals de cinéma dans le monde, mais là, alors, c'est un fameux festival à Waterloo. Oui, c'est vrai que le monde regorge de festivals, des petits, des grands. Quand on parle de festivals de cinéma, évidemment, les gens pensent au Festival de Cannes, à des très grands festivals comme ça, à Venise. Et puis, il y a toute une myriade de festivals de toutes sortes. Nous, on reste un petit festival, mais on a gagné un peu nos galons dans le milieu du cinéma en termes de réputation, parce que c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais je pense qu'on fait assez bien les choses d'une part. Et d'autre part, on a une identité assez propre. En fait, le festival du film historique, le film historique n'est pas représenté dans un autre festival en tant que tel. Et évidemment, la ville de Waterloo, qui d'une part nous accueille merveilleusement bien avec le cinéma Wellington, etc. Mais d'autre part, évidemment, la marque, on va dire Waterloo, est assez naturelle pour représenter l'histoire, la grande histoire, même si parfois on doit rappeler que tous nos films ne parlent pas de Napoléon non plus, mais de l'histoire en général. Eh bien, pour plonger un peu dans cette ambiance si particulière du festival, voici, chers auditeurs, le générique de ce merveilleux WAF, âgé d'ici le 14 octobre de sa 9e édition. L'histoire continue. Rendez-vous du 14 au 17 octobre au 9e WAF pour revivre ensemble les émotions du grand écran. Films inédits, invités de prestige, avant-première, activités familiales et culturelles. Programme complet sur waterloofestival.be. Et j'allais dire, ce festival a quand même, il a démarré peut-être bien sur des chapeaux de roue, mais il évolue. Chaque année, il a une identité tout à fait particulière. Est-ce que c'est uniquement le thème? Est-ce que c'est aussi l'équipe qui évolue en termes d'ambition? Est-ce que ça se présente comment? Oui, on essaye chaque fois de faire évoluer. Disons que comment on voit les choses de notre part, c'est qu'on a une base... qui fonctionne bien, le nombre de films en compétition, le calendrier général sur 4 jours. Ça, c'est une base qui se répète d'année en année. Et donc, la variation, elle vient d'une part du fait que les films qu'on nous propose chaque année sont différents. On a des équipes de sélectionneurs qui regardent plus de 100 films par an pour sélectionner les meilleurs qui vont faire notre compétition. Et chaque année, on voit aussi les évolutions. Je pense que le film historique en particulier reflète beaucoup les évolutions des interrogations de notre société, puisqu'on a des thématiques qui reflètent souvent notre époque. Donc ça, d'une part ça, et puis nous, évidemment, on veut chaque année proposer quelque chose de différent en termes d'activités familiales, des activités musicales à côté d'un festival. C'est pas évidemment qu'une suite de projections, c'est aussi beaucoup d'autres activités. Alors, juste avant le Covid, on avait comme ambition de créer aussi un QG du festival pendant 4 jours, un espace Horeca où les gens puissent se retrouver, parce qu'on trouvait que ça manquait un peu dans les éditions précédentes. On l'a fait une année pour le Covid, on n'a pas pu le refaire. Cette année, c'est encore un peu tôt, on n'a pas voulu prendre le risque de relancer toute cette machine avec un risque de peut-être devoir l'annuler, mais on a encore l'ambition, par exemple, d'améliorer cette partie-là, donc l'accueil, les espaces Horeca, des activités. On veut vraiment, notre ambition, c'est que pendant 4 jours, Waterloo vive au rythme du cinéma et de l'histoire, et que tous les Waterlootois, comme ceux qui seraient de passage, le voient et puissent participer à une activité. On a aussi comme ambition, par exemple, aussi de faire des activités aussi pour la jeunesse. On a déjà des séances pédagogiques avec les écoles, mais pourquoi pas un jour une soirée qui puisse attirer des plus jeunes et tout ça. Donc on essaie de diversifier notre public aussi. On a beaucoup d'idées, beaucoup d'ambitions, et puis chaque année, on essaie d'en faire au moins une en plus. Mais pour parler de cet espace Horeca, moi j'ai eu la chance, évidemment, participant à tous les festivals, j'ai eu la chance de vivre ça l'année précédente, ce fameux Covid.
Et ce qui est assez fantastique, c'est que là, c'est vraiment un lieu de rencontre. Donc, on a vu des films, on croise des gens, invités, réalisateurs, acteurs, que sais-je, ceux qui sont là, et on discute à bâton rompu. C'est absolument extraordinaire. Ce sont des approches qu'on n'aurait pas dans d'autres circonstances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai entendu parler de soirées. Je sais qu'il y a chaque année une soirée dédiée dans les festivals. Oui, on a même plusieurs soirées. On a nos galas d'ouverture et de clôture qui se terminent par un cocktail. On n'a pas pu le faire en 2020. Il y aura bien en 2021, ne vous inquiétez Quelle pas. chance, on réserve déjà le champagne. Voilà. Et puis on a une reconstitution gastronomique chaque année qu'on fait en partenariat avec le restaurant La Sucrerie à Waterloo, où je ne vais pas vous dévoiler le thème ici à l'antenne, mais chaque année c'est sur un thème particulier où les gens viennent déguiser à leur reconstitution gastronomique. Il y a un concours de la table la mieux déguisée. Et les plats sont chaque fois faits en fonction de l'époque choisie. Donc, c'est aussi un retour dans le passé en découvrant un peu les habitudes culinaires de chaque personne. Et c'est ainsi que lors du dernier festival, nous avons dîné à la table du parrain.
a la même chose aussi, on invite aussi notre jury à une reconstitution gastronomique autour des repas mangés par Napoléon. Ça, on fait ça au dernier QG de Napoléon. Donc ça, en effet, le festival est une occasion aussi de faire découvrir beaucoup de choses et un peu de faire la fête, on va dire ce qui est. Eh bien, si nous plongions tout de suite dans l'ambiance du film Napoléon. Et alors, pour parler aussi de cet espace de rencontre dont vous parlez, à titre personnel, je pense, ce genre de rencontre, pour moi, c'est l'essence, c'est le cœur d'un festival. On a beau parfois se concentrer, je ne sais pas, sur les célébrités ou le show business autour du cinéma. C'est important, ça fait un peu rêver. Mais à titre personnel, en tant que directeur du festival, ce qui me touche le plus, c'est de voir des gens sortir d'une salle, des étoiles plein les yeux, en discutant d'un film, en se disant, peut-être même certains qui parfois ne l'ont pas aimé, d'autres qui l'ont aimé, mais les débats autour. Et vraiment, nous, en tant que sélectionneurs, ça nous remplit de bonheur parce que c'est des films qu'on a sélectionnés pendant toute l'année. Donc parfois, on voit les gens sortir d'une salle avec les mêmes émotions. On se dit, ah, ça, c'est les émotions que j'avais il y a 3 mois quand j'ai vu le même film. Et c'est tellement génial, ça. Et donc, c'est aussi une ambition, nous, de voir les gens en discuter, partager ça, partager en effet entre eux et parfois avec le jury qu'ils croiseraient, voilà, parfois faire des pronostics sur les prix en fin de festival et voir que le jury a eu la même idée que vous et a sacré le meilleur film, ou au contraire que vous êtes très déçus parce que votre film préféré n'a peut-être pas le meilleur prix, mais voilà, c'est vraiment, ça c'est le bonheur d'un festival pour moi. Et est-ce que du départ, il y a toujours eu des films et des documentaires? Oui, et c'était une volonté particulière de Yves Van der Kruijs, qui était passionné de documentaires historiques et qui pensait qu'il y avait vraiment quelque chose à apporter de ce côté-là. Donc on a, pour rappel, on a une section de compétition film-fiction, une autre de compétition documentaire, donc avec chaque fois une équipe de sélectionneurs dédiée, un jury pendant le festival dédié, et on a un prix du meilleur film, un prix du meilleur film documentaire. En effet, c'est une ambition de Yves Van der Kruijs de vouloir proposer les deux. Nous, on tient à la pérenniser et c'est deux sections complémentaires parce que la fiction permet, je pense, de découvrir l'histoire sous un angle très immersif
parfois en prenant un peu de liberté ou en prenant un peu des raccourcis ou en simplifiant la réalité des choses, parce que le cinéma demande, je pense, une simplification. Et le documentaire, parfois, va plus au fond de certains sujets, où il y a des sujets qui ne seraient pas ou pas encore exprimables en fiction, parce qu'il faut peut-être un travail de détachement aussi par rapport à l'histoire pour réaliser un film de fiction. Donc, c'est deux sujets très complémentaires qui nous permettent d'aborder l'histoire sous plein d'angles différents. Et on aime bien, nous, dans notre sélection, montrer aussi que l'histoire peut être abordée sous un angle documentaire, sous un angle de fiction drame assez sérieuse, parfois poignante, parfois même, on va le dire, difficile à voir, parce qu'il y a certains faits historiques qui sont parfois très difficiles. Je pense les génocides, les guerres, des choses comme ça. Parfois, on a des films très crus sur ce sujet, mais on pense que c'est important de les montrer. Et parfois, sous l'angle de la comédie, on a eu des grandes comédies. Et d'ailleurs, un exemple cette année, c'est notre film de clôture que vous avez peut-être déjà vu un peu dans la presse, qui montre parfois cette légèreté autour d'une biographie un peu romancée de Céline Dion avec le film de Valérie Lemercier, Aline. Ah mon Dieu, c'est donc le film de clôture. Voilà, c'est le film de clôture. Et donc, comme c'est un biopic, pour nous, il entrait dans la thématique historique. Et en même temps, on est ravis de montrer qu'un film historique, ce n'est pas que sur les guerres ou sur des faits assez poignants. On a notre lot, évidemment, dans notre sélection, mais en clôture du festival, en général, on aime bien montrer aussi que l'histoire peut être abordée sous un angle un peu plus léger. Voilà, on s'en va, le cœur léger. Exactement. Voilà. Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette elle continue de rendre le monde heureux, mais qu'elle poursuive ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Elle va mettre tout le monde à terre. Ah, voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec de piano. Voici Aline Dieu. J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre. Faut qu'elle voie autre chose, qu'elle sorte de vos jupons. With touch. Without. Il faut pas se le cacher. Question d'audition, il y a quand même un petit trafic à effectuer. Je m'inventerai reine pour que tu Allô? me tiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Faut que tu guérisses. Je suis pas malade, maman. Je suis tombée en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil. Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut? Pas un vieux pruneau bronzé qui a 3 fois son poids, 2 fois et demi son âge et qui est 2 fois divorcé. Une. Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman. Everywhere I go. Cette folie-là, on va pas la faire, Aline. Regarde-moi bien droit dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes pas. On a land I've never seen. Ooh, let's talk about love. Let's talk about us. Let's talk about life. Let's talk about trust. Let's talk about love. Let's talk about us. Let's talk En direct sur Radio Passion, l'artiste belge Luz Chaban vous propose Ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Et comment ça se passe une sélection? En fait, vous sélectionnez tout au long de l'année. Exactement. Donc, vous courez les festivals. Alors, on fait une partie en festival. Donc, faut savoir qu'il y a des très grands festivals qui ont, à côté du festival, on va dire public, qui ont un marché du film. Donc, c'est des projections pour les professionnels du cinéma de tous les films qui sont sur le marché, donc en vente à des distributeurs, ça c'est pas notre métier à nous, mais aussi éventuellement qui se proposent de passer dans des festivals. Donc on sillonne un peu certains festivals. Le plus intéressant, c'est souvent Cannes, parce que c'est un peu le centre du monde du cinéma. Il y a un très grand marché du film à côté. Et alors, on reçoit des liens aussi de visionnage
de producteurs ou vendeurs de films du monde entier qui nous soumettent leurs propositions. Et on regarde, je dirais, une centaine de films de fiction et une centaine de films documentaires, 2 équipes différentes, par an. Et là-dedans, on sélectionne les 8 meilleurs pour chaque sélection. Une centaine de films, ça vous fait un film tous les 3-4 jours? Oui, on se les répartit dans l'équipe. Donc, on a quand même un petit système où on se les répartit, on fait un premier tri. Il y a certains films qu'on nous soumet puis qui finalement ne sont pas historiques, donc ceux-là sont exclus. Il y a certains films qui, malgré le fait qu'ils sont très touchants, n'ont pas non plus, les qualités de production nécessaires, parce qu'on reste un festival de films professionnels, donc parfois c'est un peu poignant, mais de temps en temps, on se dit que ça n'est pas là. Et de temps en temps, on ne va pas se cacher, il y a des films où on se dit qu'ils ne sont pas assez bons. Et donc, il y a un premier tri qui se fait par sélectionneur. Et puis après, en général, on se dit « Ah, j'ai vu celui-là, il faut absolument que vous le voyez. » Ou celui-là, j'hésite. Je serais curieux d'avoir votre avis aussi parce que je n'arrive pas à savoir ce que j'en pense. C'est vrai que parfois, dans les périodes où on en regarde le plus, on a un peu la tête pleine de films et on n'arrive plus à savoir est-ce que j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Je ne sais plus parce que... Voilà, et donc le regard de quelqu'un d'autre est toujours bienvenu. Donc, vous regardez... plusieurs fois, plusieurs personnes regardent le même film. C'est ça, on a une équipe Pas nécessairement ensemble, en fait. Non, pas spécialement ensemble. Ce serait difficile à organiser qu'on regarde tous les films ensemble. On en regarde donc une partie, chacun chez soi, donc avec des liens qu'on reçoit. On a une équipe de 5 sélectionneurs. Et une partie dans des festivals où là, il y a des projections pour les professionnels tels que les festivals. Et là, on va les voir. Et ça, c'est ceux qui sont à ce festival-là. Ce n'est pas toujours tous les sélectionneurs en une fois. Et là, on décide si on estime que c'est pertinent de les garder au moins pour une prochaine vision, de les reproposer à un autre sélectionneur. Voilà, et les sélectionneurs, finalement, ils ont alors un parcours eux-mêmes dans le cinéma. Ce sont des gens qui connaissent le cinéma. Un peu, mais justement, on a essayé de diversifier. Donc là-dedans, il y en a 2 qui sont vraiment des professionnels du cinéma. Et il y en a qui, justement, font ça à côté. On a un peu essayé d'avoir des profils assez différents. Même, on fait pas d'histoire de quota, mais on essaye aussi d'avoir assez de profils féminins, masculins, et d'avoir des sensibilités différentes. Et c'est ça qui rend les débats assez passionnants. C'est que dans notre équipe de sélectionneurs, il y en a qui ont plus d'affinité avec un type de cinéma, on va dire, pour caricaturer un peu, cinéma d'auteur ou cinéma indépendant, et d'autres qui sont peut-être plus sur ce qu'on pourrait appeler le cinéma mainstream, et on essaye justement de ménager toutes les sensibilités. Et je pense que c'est ce qui a fait la force de nos sélections jusqu'à présent, c'est qu'on a essayé, on a une bonne balance. Je pense pas qu'on a la réputation de proposer des films, on va dire, inaccessibles au grand public, où le grand public se sentirait exclu. Et à côté de ça, nos films sont en général appréciés, nos jurys particulièrement, qui sont des professionnels du cinéma. On a chaque fois eu beaucoup de très bons échos sur la qualité de notre sélection, et ça fait évidemment énormément plaisir. Ça donne aussi beaucoup d'ouverture, puisqu'il y a un concours. Donc il faut que les films soient suffisamment différents pour donner une raison au concours. Exactement, et les meilleures sélections qu'on fait en tant que sélectionneur, c'est quand on pense que les 8 films pourraient avoir le prix du meilleur film, donc qu'on n'arrive pas à décider qui... parce qu'évidemment, en tant que sélectionneur, on finit toujours par faire nos pronostics entre nous, même si le jury est complètement souverain, évidemment, sur les prix à la fin. Donc oui, l'idée, c'est de... Le premier critère, ça reste la qualité du film, mais évidemment, à film égaux, on va essayer de voir si on a une diversité de styles de films, peut-être une diversité de pays, on va essayer d'éviter des sélections, on aurait tout du même pays. On essaye aussi d'avoir une diversité d'époques représentées. Faut savoir, on va pas se cacher que par exemple dans les films qu'on nous soumet, la Seconde Guerre mondiale est toujours surreprésentée, ça reste un sujet très très représenté au cinéma. Et donc parfois quand on a un très bon film en costume par exemple, hors 20e siècle, antérieur au 20e siècle, ça fait plaisir parce que c'est clairement moins représenté, probablement aussi parce que ça coûte plus cher à produire. Mais donc on essaye toujours de se dire, allez, on va essayer de ne pas avoir une sélection que sur le 20e siècle, ou pas que de tel pays et tout ça. Mais après, s'il y a une année où on a 8 très très bons films et que c'est le 20e siècle, on ne va pas non plus l'interdire. Hein, mais voilà, c'est un peu à ça qu'on pense. C'est donc un travail tout au long de l'année. Oui, c'est un travail tout au long de l'année, qui est un travail de passion, puisqu'on regarde des films, c'est très chouette.
et qui, c'est vrai, dans les moments... Il y a des moments où on doit en voir plus parce qu'on doit finaliser notre sélection, qu'il nous en reste plein à voir, qui parfois, on est là un peu... quand on retrouve le vrai plaisir cinématographique de voir un film, on est content. Il y a des périodes où on est un peu là... Là, j'ai vu un peu trop de films, je vais peut-être faire une pause, quoi. Voilà. Okay. Si tu avais à dire quelque chose au public pour lui donner envie de participer au festival, tu dirais quoi? Moi, je leur dirais d'une part que si vous aimez le cinéma, quel que soit le genre de cinéma, je pense que vous pourrez trouver votre compte parce qu'on a des films d'action, on a des films d'aventure, on a des films d'auteurs. Leur seul point commun, c'est qu'ils parlent de l'histoire de près ou de loin. Et je dirais aussi que si ça vous intéresse d'apprendre plus sur notre histoire, c'est presque la facilité parce que vous êtes en immersion pendant 2 heures dans une salle de cinéma, vous apprenez sur parfois des sujets dont vous ne connaissiez pas du tout l'existence. Je prends un exemple de notre sélection cette année, on a un magnifique film qui s'appelle Hôtel Coppelia qui est sur l'invasion de la République dominicaine par les Américains dans les années 60. C'est un film poignant sur un sujet que je ne connaissais absolument pas. Mais je trouve ça assez magique de ressortir d'une salle de cinéma en ayant vécu des émotions cinématographiques, c'est-à-dire je ne me suis pas embêté une seconde, j'ai été pris dans une histoire, j'ai vécu des émotions, et en même temps, j'en suis sorti plus cultivé sur l'histoire. Je trouve ça presque magique, c'est comme si on nous injectait de la connaissance sans devoir faire trop d'efforts. Donc, absolument. Venez. Alors, chers auditeurs, voici pour vous la musique impressionnante du film Hôtel Coppelia. Je sais que vous avez des séances pédagogiques, ça se passe comment? Vous l'organisez comment? Vous contactez les écoles? Il y a des choix qui se font avec les écoles? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Nous, on propose un film à grande valeur pédagogique qui a toujours un lien de près ou de loin aussi avec l'histoire pour être dans notre sujet. Cette année, c'est un film qui s'appelle Nous tous, qui parle des ponts entre les communautés. Donc, c'est un réalisateur qui a voulu prouver à travers des projets à travers le monde que les communautés de religions différentes ou d'ethnies différentes n'étaient pas destinées à se bagarrer comme parfois on peut le croire quand on regarde les news. Donc beaucoup de projets constructifs
Après, notamment, comment réparer les séquelles des guerres en Bosnie, par exemple, et tout ça. Et donc, il y a un vrai lien avec l'histoire autour d'un parcours vraiment plein d'espoir, qui donne de l'espoir sur notre humanité. Ça, c'est le film qu'on propose cette année. Et on travaille avec la province du Brabant Wallon pour le proposer à des écoles qui viennent en nombre à nos séances avec leurs étudiants. Et le film est chaque fois suivi d'un débat avec le réalisateur autour des questions que le film propose. Et chaque année, c'est assez chouette parce qu'on voit que les étudiants de secondaire sont assez impliqués dans le débat. Et en général, c'est des films qui les ont beaucoup touchés. Donc, en effet, c'est une grande mission de notre festival aussi de proposer des séances pédagogiques et que chaque génération puisse apprendre sur l'histoire et sur notre monde. Alors, j'ai entendu, mais j'ai aussi vécu depuis au moins 2 festivals, il y a toujours un moment consacré aux enfants. Tout à fait, tout à fait. C'est aussi quelque chose qui nous tient fort à cœur. On le fait chaque année avec le musée du dernier QG de Napoléon qui est impliqué dans cette activité. Et cette année, d'ailleurs, on a décidé de varier un peu le concept. Donc, on a eu certaines années des histoires racontées pour les enfants par Cathy Meulen. On a aussi eu Adeline Blondiot qui était venue faire ces spectacles. Cette année, on a décidé de travailler avec Sortilège, qui est une association qui organise des activités pour enfants, des reconstitutions historiques et des activités pour enfants, et même familiales, on va dire. Et eux viendront spécifiquement faire une animation au dernier QG de Napoléon autour de l'histoire. Donc le thème sera autour des visiteurs, pour montrer aussi que le cinéma historique, c'est parfois sous l'angle de l'humour. Les visiteurs qui débarquent au dernier QG de Napoléon et qui vont évidemment proposer aux enfants des activités moyenâgeuses au dernier QG de Napoléon, avec en arrière-plan le jury qui sera en train de manger son repas napoléonien, donc ça va être assez folklorique. Et les familles sont évidemment les bienvenues, c'est pendant à peu près toute la journée du dimanche 17 octobre. Ah oui, ok, c'est magnifique. Alors bon, il est temps de redire les dates. Oui, c'est très bientôt, c'est du 14 au 17 octobre à Waterloo, donc de jeudi au dimanche, et principalement au Ciné Wellington de Waterloo. Alors pour suivre la promo de l'événement, pour avoir une chance d'avoir encore des tickets, on s'adresse où, on cherche où? Est-ce qu'on va sur le net, est-ce qu'on va ailleurs? Alors vous pouvez aller sur le net, notre site internet c'est waterloofestival.be en un mot. Vous pouvez également, si vous préférez le contact humain, vous pouvez également aller à l'Office du tourisme de Waterloo, les places sont désormais en vente. Donc vous pouvez soit acheter des places pour une séance individuelle ou acheter un pass pour suivre tout le festival librement et devenir un vrai festivalier ou une vraie festivalière. Bon, moi je suis partante, de toute façon. J'espère vous y voir, évidemment. Comme chaque année. Et donc, je souhaite à ce festival un maximum de chance et de succès. Et je te remercie vraiment d'avoir donné l'eau à la bouche à nos auditeurs. Et on espère les voir nombreux, évidemment, lors de ce 9e, je crois. 9e WAF. Voilà, 9e WAF. Un tout grand merci, Alban. Mais et merci à à très vous. vite. Et à très vite. L'histoire continue. Rendez-vous du 14 au 17 octobre au 9e WAF pour revivre ensemble les émotions du grand écran. Films inédits, invités de prestige, avant-première, activités familiales et culturelles. Programme complet sur waterloofestival.be. Jusqu'à 14h sur Radio Passion, ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Venez partager avec nous tout ce qui est si essentiel à vos yeux. Eh bien voilà, chers auditeurs, pour terminer de vous mettre l'eau à la bouche, quelques extraits des musiques des films présentés à ce 9e WAF. Et tout d'abord, la bande originale du film Cage Bird.
Et pour suivre, voici la bande originale du film Goodbye Soviet Union. Et pour changer encore de style, voici la musique du film Shadow Country. Hear the devil calling. Hear the devil calling.
burning. Well, I hear the devil calling, gotta pay him what he's due. I can't stop the dogs of war. I can't stop the dogs of war. See the fields burning. See the fields burning. Well, I see the fields burning, 'cause hell is coming through. I can't stop the dogs of war. I can't stop the dogs of war. Feel the river rising. Feel the river rising. Well, I feel the river rising. Devil's coming up for you. I can't stop the dogs of war. 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 Et pour terminer de créer pour vous, chers auditeurs, l'envie irrépressible de partager, de participer à ce 9e Waterloo Historical Film Festival, la bande originale du film The Island of Lies, La Isla de las Mentiras en version originale. Garbo a dor fundiuse coa area, enganchada unha leve lembranza. Hai marmorio no fondo do mar, agardar pola nobre marea que o salitre conserve a memoria de quen fala da lúgubre historia. Hai marmorio no fondo do mar. Fálalle de min, fálalle de min, fálalle de min, fálalle de min, fálalle de min. Non consintas esquecer. Fálalle de min, fálalle de min, fálalle de min, fálalle de min, fálalle de min. Non consintas esquecer. A memoria encadea miseria, a
miseria tan forte e real, das que morden a lingua na terra, hai marmuri no fondo do mar. E falalle de min, 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 non consintas esquecer. Falalle de min, 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 non consintas esquecer. Falalle. L'histoire continue. Rendez-vous du 14 au 17 octobre au 9e WAF pour revivre ensemble les émotions du grand écran. Films inédits, invités de prestige, avant-première, activités familiales et culturelles. Programme complet sur waterloofestival.be. Chers auditeurs, voilà que l'horloge me talonne une fois encore. Je dois prendre congé de vous en vous promettant toujours d'autres surprises. Rendez-vous mardi prochain sans faute, dès midi précise pour ceux qui le peuvent, dans l'émission Coup de cœur, coup de flash. Et sinon en tout cas, dès 13h pour votre émission Ne pas rêver sa vie mais vivre ses rêves. Passez une excellente semaine et un très beau week-end à venir. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ne pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Une émission qui donne la parole à tous les architectes d'un rêve en devenir. Et pourquoi pas les artistes et autres oubliés du système qui sont appelés à se réinventer sous peine de tout perdre s'ils ne le font ou ne le réussissent pas. Vous êtes en pleine réinvention de votre activité, alors n'hésitez plus. Venez en parler et partagez ces nouveaux rêves qui vous rendent si essentiels à nos yeux. Tous ensemble, cessons de rêver nos vies et vivons nos rêves. Une émission préparée et présentée par l'artiste belge Louz Chaban sur Radio Passion, le mardi de 13 à 14h.